Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Alors bienvenue pour notre émission Entreprendre. C'est ce soir. Comme nous sommes le 10 mai, nous avons fait un plateau spécial pour vous où nous allons vous présenter des professionnels, des écrivains, des historiens, des gens qui travaillent sur la mémoire de l'esclavage. Et avec nous déjà en plateau pour commencer ici en Guadeloupe, Madame Manik Siar-Titeka de l'application Une Voix, Une Histoire. Vous savez, la plateforme audiobook de la Caraïbe qui est là ce soir et qui va nous parler des différents livres qu'elle présente. On l'a déjà reçu, mais évidemment, en cette période, nous l'avons fait revenir puisqu'elle travaille avec des écrivains que vous connaissez déjà. Et tout à l'heure, elle va pouvoir en parler. C'est elle aussi qui travaille avec le fameux livre de Lilian Thuram. Donc, elle va nous donner son point de vue, surtout en cette période de 10 mai, sur ce livre et ce qu'elle veut dire, quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui en cette période. Et avec nous, nous avons une deuxième intervenante qui est Madame Lamba Massengo, qui a organisé en France, donc à Lyon, la semaine régionale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, et qui est avec nous en plateau ce soir avec plusieurs intervenants qu'elle va nous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tenais à préciser que j'étais modératrice sur cette semaine régionale qui s'est déroulée à Lyon, et que j'ai répondu à l'invitation du porteur de projet et de l'organisateur qui est en plateau, qui est en connexion avec nous-mêmes et qui est Jean-Éric Sendé. Voilà, qui est le président. Donc, je vais les présenter, comme ça, ce sera plus aisé pour tout le monde. Jean-Éric Sendé, donc coordinateur de l'événement, organisateur, porteur du projet depuis des années, puisque c'était la 10e édition cette année à Lyon, et elle est toujours en cours, c'est une semaine. Donc, il y a encore des activités jusqu'à demain et après-demain, et qui est président, entre autres, de la JASTM. Nous avons également avec nous, donc, comme tu le disais, une panéliste qui est intervenue, donc une écrivaine, donc une auteure, compositrice, interprète que l'on connaît et qui nous vient de la Martinique, donc Imanié Dalila Daniel, auteur du best-seller Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres, et également de la suite dont on pourra parler. Nous avons également en plateau Mickaël Joron, qui est également auteur, compositeur, interprète et réalisateur de dessins animés, qui a vu son second ouvrage, Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais, entrer à Library of Congress, donc la fameuse bibliothèque du Congrès américain. Et nous avons donc, last but not least, Alain Kempfak, qui est président de Valeurs africaines et éditeur de la publication Village d'Afrique. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre événement et nous dire un petit peu de quoi il s'agit et quels sont les sujets que vous traitez, s'il vous plaît? Alors, pour ce faire, je vais donner la parole à Jean-Éric Sendé. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Éric Sendé. Je suis président de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, dont l'objectif est d'amener les jeunes des quartiers prioritaires de la métropole de Lyon en les accompagnant avec le sport, avec l'art, la culture, les activités de jeunesse pour qu'ils puissent, à un moment donné, se retrouver dans une dynamique mémorielle. Je suis aussi le chargé de mission du collectif Africa 50, délégué à la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Le but du collectif Africa 50, c'est justement de regrouper toutes les associations des diasporas africaines et afro-anticaribéennes de la métropole de Lyon pour faire la promotion de l'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien. D'accord. Comment vous avez eu l'idée? Donc, au cours de cette semaine, nous organisons donc à Lyon, depuis le début de la semaine dernière, la semaine régionale de la mémoire, de l'abolition de l'esclavage, des traites. Et cette semaine, donc, est à sa 10e édition. Et depuis que nous faisons cette commémoration, nous avons 3 points forts. Le premier point fort, c'est la transmission justement de cette mémoire auprès des collèges et des lycées
les écoles primaires et même les universités, autour de 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'utiliser d'autres langues, comme à l'époque où nous faisions venir Lisa Aubray qui s'exprimait en anglais. Donc, c'était l'utilisation de la langue anglaise comme langue européenne, comme une seconde langue de communication. L'autre objectif était autour de la science, l'utilisation de l'ADN, le rôle de l'ADN pour retrouver ses origines. On a tous besoin de savoir souvent d'où on vient pour savoir où on va. Le rôle de l'ADN pour aussi être capable de quantifier les dates des vestiges qu'on retrouve sur les centres où ont été pratiquées la traite négrière. Le troisième objectif, c'est un objectif historique, c'est connaître et prendre conscience d'une partie obscure de l'histoire de l'humanité, qui est l'esclavage, et vraiment l'histoire de l'esclavage, et non, comme il est enseigné dans les manuels scolaires, l'histoire du commerce triangulaire. Et le quatrième objectif, par rapport à cette institution de la mémoire, c'est apprendre aux enfants, dès le bas âge, le devoir de mémoire. Donc voilà, ça c'est les objectifs au niveau de la transmission. Mais au niveau de la commission mémoire du collectif Africa 50, nous avons d'autres objectifs. Donc le premier objectif, c'est amener toutes les 5400 communes de France, j'espère qu'on atteindra un jour, à commémorer cette date du 10 mai. Le deuxième objectif, il consiste à amener les mairies à construire réellement des lieux de mémoire, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'aller commémorer quand ça se fait le 10 mai sur la place aux morts pour la France. Dans chaque ville, il y a toujours un monument aux morts et en général, toutes les commémorations se font là-bas. Nous, notre objectif, c'est d'amener les communes à construire des véritables lieux mémoriels pour cette question de l'esclavage. Donc, le troisième objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de la transmission donc aux jeunes générations par l'intervention sur les temps scolaires, sur les temps périscolaires, sur les temps extrascolaires. Donc, on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi utiliser le sport, l'art, la culture. Et le dernier objectif de notre commission, c'est d'utiliser ce 10 mai pour qu'il serve de moyen d'expression à nos amis de l'outre-mer et des anciennes colonies pour revendiquer par rapport aux questions d'inégalité qui existent dans le monde. On a le cas du chlordécone, par exemple, aux Antilles. Et voilà, donc c'est un peu dans cette optique que nous travaillons sur cette mémoire. Alors, au cours de ces 10 ans, je vais vous faire rapidement un bilan. Nous avons pratiquement rencontré entre 800 et 900 élèves. C'est sur les 10 années, hein, entre 800 et 900 élèves, ce qui a aussi pu impliquer à peu près 200 enseignants, donc histoire, français, en général c'est prof d'histoire, prof de français, prof d'anglais, prof de SVT, prof d'EPS et de musique, parce que nous avons des écoles qui préparent des spectacles de capoeira pour cette commémoration. En ce qui concerne les conférences grand public avec Imanié qui était là il y a 2 ans à Lyon, Lisa Aubray qui était aussi là, sur les 10 ans, nous avons à peu près mobilisé entre 150 et 200 personnes. Mais ces chiffres, quand je vous les donne pour vous, ça, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. C'est peu parce que c'est un peu le phénomène du ruisseau, le ruisseau qui devient la rivière qui devient le fleuve, et le fleuve devient l'océan. Et là, on arrive à des chiffres de, comme j'ai dit, 800 jeunes élèves qui ont vraiment pris part à cette mémoire. D'accord. Le bilan au niveau des communes, sur ces 10 ans, nous avons pu accompagner 3 communes qui ont inscrit le 10 mai dans leur calendrier mémoriel. Donc, il y a la commune de Saint-Étienne, en métropole dans la Loire. Il y a la commune de Villeurbanne, qui est la 2e ville du Rhône. Et ce matin, c'était la commune de Pont-de-Claix dans le département pas loin d'ici, l'Isère. Au niveau de la construction des
lieu mémoriel. Ces 3 communes ont pu mettre en place un lieu mémoriel. Et ce matin, nous avons donc inauguré, nous avons dévoilé le buste de Élie qui est connu comme l'esclave qui a occasionné, qui a organisé la révolte des esclaves de l'île de Bourbon, qui s'appelle aujourd'hui La Réunion. Donc sur ce bilan de 10 ans, vous allez constater qu'au niveau de la pénétration de la jeunesse, on est pas mal. Au niveau de la mobilisation des enseignants, ça se passe pas très mal. Par contre, nous avons du mal avec les communes. Donc voilà, nous, aujourd'hui, personnellement, nous nous battons pour que les 4500 communes de France, ça c'est mon rêve, puissent commémorer le 10 mai chaque année devant un monument pour le 10 mai et non sur le monument aux morts. D'accord, déjà félicitations parce que ce que vous nous dévoilez là par rapport au buste, c'est un très grand pas. Donc moi je vais me renseigner, je vais vous demander des photos, pourquoi pas, et comme ça on pourra en parler ultérieurement dans l'émission puisque nous sommes au mois de mai. Et c'est très bien ce que vous faites. En plus, nous on n'a pas forcément les retours. Donc si vous sur place vous voyez qu'il y a une avancée, c'est vraiment une bonne chose. Donc moi je vous félicite pour le travail que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres intervenants qui sont avec vous, s'il vous plaît, et nous parler de leurs travaux? Alors, je vais m'en charger et puis je vais leur donner la parole. Pour répondre à ta question, enfin compléter par rapport à la question que tu as posée sur cette semaine, ce qui a été entrepris donc dès vendredi, puisque nous sommes en période de Covid et qu'il était hors de question d'accueillir, comme ce que l'équipe de Jean-Éric avait fait les années précédentes, du monde dans une salle pour faire une émission avec un débat participatif. Là, en fait, l'émission a été tournée et elle fait maintenant, donc elle est en phase de montage. Le premier épisode de cette émission, donc le premier panel, est diffusé ce soir et ainsi de suite, donc jusqu'à 5 émissions, soit un panel par jour. Et là, devant toi, tu as les panélistes qui ont pu interagir sur des sujets bien définis par rapport à la mémoire, la traite, l'abolition et surtout les extensions où nous en sommes et aller au-delà d'un simple bilan et d'un débat d'idées. Donc, ça a été très constructif. Ça, c'était la journée de vendredi, l'enregistrement. Et puis, dès ce soir, vous allez pouvoir le voir en allant vous loguer sur la page Facebook de la JASCM, également d'Africa 50 Lyon et de mémoire sur le blog Mémoire et Dignité. Donc, ça, ce sont les 3 grosses pages qui vont rediffuser. Après, si vous prenez nos noms personnels, nous allons également rediffuser le lien et je te le ferai parvenir pour que vous puissiez également le rediffuser. Durant cette émission, je voulais juste faire une petite aparté. Nous avons posé des questions qui émanaient d'un groupe Facebook, je tiens à le dire, donc United States of Antilles, avec, comme tu le sais, plus de 60 000 abonnés sur ce groupe. J'ai personnellement extrait des questions qui ont été posées. Je les ai posées directement aux panélistes qui ont répondu. Donc, vous allez voir le rendu directement sur les différentes émissions entre ce soir et jeudi. Bon, et donc, merci en tout cas. Ça, c'était pour le planning de vendredi. Ensuite, il y a eu pas mal de cérémonies en petit comité, toujours du fait du protocole sanitaire jusqu'à aujourd'hui. L'équipe de Jean-Éric a siégé, a été en présentiel sur pas moins de 4 commémorations à 4 lieux différents. Donc, il a cité Pont-de-Claix qui vient d'inaugurer un buste avec un endroit bien défini et le buste d'un de nos héros, d'accord? Donc, c'est plus dans l'indifférence. Et demain, ça sera l'apothéose, je dirais, où Imanié, Dalila Daniel et Michael Joron vont intervenir au niveau de classe de 4e le matin. Et Michael interviendra également au niveau de classe de CM2 l'après-midi pour aller transmettre aux jeunes du bassin lyonnais. Donc, sans plus tarder, je peux laisser la parole à Imanié Dalila Daniel. Oui, parce que le temps passe, en plus, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, allez-y. Imanié, c'est à toi. Ok, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Imanié Dalila Daniel. J'ai la chance de participer à cette 10e édition de cette manifestation qui me tient à cœur puisque je suis sensible à l'idée d'honorer nos ancêtres, de
de faire découvrir cette histoire que l'on connaît encore trop peu, même si on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en fait on ne connaît pas grand-chose. Et j'ai été donc invitée à échanger avec tous les panélistes que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur cette émission. J'ai été très heureuse de le faire. J'ai été invitée parce que j'ai écrit 2 livres qui parle de l'histoire justement de l'esclavage français, que l'on connaît très peu, l'esclavage sur le territoire français, parce que pour nous, on a l'impression que l'esclavage, c'est les champs de coton aux États-Unis, le blues, etc. Alors que nous, on a eu nos champs de canne et le Belay. Et à partir de mes 2 livres, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, et puis Sacré Vacabond qui en est la suite. Zahir et Théophile qui raconte une histoire vraie qui s'est déroulée en 1838, 10 ans avant l'abolition, où on découvre qu'un plan est fomenté pour préparer cette abolition qui, quand elle va survenir 10 ans plus tard, est un véritable crime de lèse-humanité. C'est-à-dire que cette abolition qui nous a été vendue comme la libération, n'est-ce pas, des esclaves, est en réalité une remise en esclavage de toutes ces personnes à qui on a fait croire qu'ils allaient être libérés, et finalement qui se sont mis encore avec des fers plus étroits encore aux pieds, aux mains, à la gorge. Et puis j'ai été aussi invitée à partager avec des jeunes pour qui je vais faire une conférence sur le racisme, pour leur montrer et leur démontrer que la génétique ne connaît pas le racisme et qu'il faut qu'ils soient méfiants quant à la façon dont on leur présente les différences entre les hommes. Parce que nous avons le devoir de diffuser auprès de notre jeunesse l'idée que la bienveillance et l'amour sont encore des armes valables pour unir les hommes par les temps qui courent. Alors, je peux répondre à vos questions maintenant, si vous le souhaitez. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui permet de situer ma présence dans cette manifestation. Je remercie vraiment infiniment Jean-Éric Sendé de m'avoir une nouvelle fois invité. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, moi, la première question que j'aurais, c'est est-ce que vous pensez que vous allez venir en Guadeloupe un jour pour présenter vos ouvrages? Je sais que vous en aviez déjà parlé parce que je suis un petit peu vos travaux. Est-ce que, en ce moment c'est période Covid, mais est-ce que vous allez reprendre les différentes conférences que vous faites? Est-ce que vous allez venir en Guadeloupe pour en parler par rapport à ce que vous avez découvert qui s'est passé toute cette semaine? Parce que j'ai vu que vous aviez des thèmes très intéressants qui ont été qui ont été débattus. Est-ce que ça vous a donné d'autres idées? Est-ce que ça vous a permis d'avoir une nouvelle vision? Vous savez, sur cette question, étant donné qu'on connaît très mal l'histoire, on en apprend tous les jours. Et j'ai encore appris des choses ces jours derniers qui me font me dire qu'il y a encore du boulot. Alors oui, j'espère venir en Guadeloupe le plus tôt possible. C'était prévu d'ailleurs que j'y sois en ce moment même d'ailleurs, mais malheureusement les circonstances ne l'ont pas permis. Mais dès que possible, surtout si j'y suis invitée, je viendrai avec plaisir pour échanger. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas la même histoire à cause de cette abolition qui s'est pratiquée en Guadeloupe durant quelques années et que la Martinique n'a pas vécu. Mais nous avons eu les mêmes maîtres, les mêmes bourreaux et les mêmes lois d'abolition. Donc nous avons énormément de choses en commun. Je tiens aussi à dire que nous avons également eu après l'abolition, tout de suite après l'abolition, des gouverneurs, des préfets qui sont venus avec pour mission de resserrer encore plus la corde autour du cou des Martiniquais, des Guadeloupéens, Réunionnais, Guyanais et personnes esclavagées au Sénégal. Et j'en connais un petit bout sur le gouverneur Husson qui vous a fait un mal inouï. Qui a pris un arrêté dans les années 50 ou qui a fait dire à Victor Schellcher que c'était un véritable attentat
à la dignité et au genre humain. Donc, nous avons énormément partagé et je serais très heureuse de venir le faire avec mes frères et sœurs de la Guadeloupe, bien sûr, dès que les circonstances le permettront. Bon, je vous remercie beaucoup. J'invite les gens à aller vous suivre sur vos réseaux sociaux, peut-être pour en savoir plus. Et avec vous, il nous reste encore 2 autres personnes qu'il faut qu'on découvre rapidement un peu, parce que c'est vrai qu'on a un peu dépassé le temps, qu'il faut qu'on découvre un petit peu. Bonsoir. Michael Joron. Oui, bonsoir, enchanté. Content d'être ici aujourd'hui et de participer à cette semaine régionale en tant que réunionnais. Et génial, je ne pas souvent. Oui, voilà. Déjà, je viens d'apprendre que, en fait, on aurait un de mes ancêtres, Élie, qui était un des révolutionnaires qui est arrivé après en 1811 sous l'occupation anglaise de notre île, sous le gouverneur Farquhar. Mais il y en avait beaucoup d'autres, des grands du marronnage sur lesquels j'ai œuvré artistiquement par rapport à l'histoire de leur vie, parce qu'il y a eu beaucoup de révoltes chez nous, notamment un empire du marronnage, c'est-à-dire la coalition de plusieurs petits royaumes, qui ont fait un empire, qui ont recouvert 80% de mon île, la Réunion, et voilà, qui ont permis à mes ancêtres de vivre libres, et même à plusieurs de mes ancêtres de naître libres, de mourir libres pendant plus de 100 ans. Et donc, grâce au relief de mon pays, la Réunion, grâce aux montagnes élevées et, on va dire, la grande verdure, pratiquement la jungle qui était présente, parce que pour y entrer, il fallait vraiment être équipé. À l'époque, la milice qui chassait les marrons, parce que la milice composée des Français et des libres de couleur ne pouvaient pas y entrer comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une statue qui est honorée à Lyon. C'est bien, c'est celle d'Élie. Élie, comme je l'ai dit, il est arrivé longtemps après. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est bien. C'est une bonne chose qu'on honore mon ancêtre. Et j'espère qu'on va en honorer d'autres, comme on honore Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines. Mais votre livre et le fait que vous ayez travaillé aux États-Unis, peut-être, si vous pouvez nous en parler rapidement. En fait, mon livre, j'ai travaillé ça chez moi à La Réunion, et il rentre aux États-Unis à un moment, au Congrès américain, parce qu'il est porté sur un sujet qui concerne le sujet du mysticisme à La Réunion. C'est un sujet assez rare, qui a intéressé forcément les chercheurs. Et donc, j'ai réussi à le mettre en avant, mais aussi celui au mysticisme qu'on a acquis lors de la venue des différentes populations, notamment africaines, qui sont arrivées sur les plantations avec leurs pratiques aussi. Et nous avons chez nous comme ce qu'on appelle le cabaret qui est équivalent du quimbois. Et donc voilà, on a tous des similitudes. On connaît le vaudou, le quimbois, le cabaret, ça fait partie de nous. On est le même peuple, mais c'est juste qu'on n'est pas arrivé par le même bateau en fait. Ça c'est tout. Bien ça. Mais vous en avez fait une bande dessinée ou un dessin animé? Un livre illustré. En fait, un livre illustré. Et les films d'animation, c'était sur les rois marrons. Parce que les rois et les reines marrons, parce que pendant longtemps, ils ont été occultés. Pendant longtemps, le système colonial a brûlé les archives a cherché à brûler les archives par rapport à nos rois et nos reines, à faire passer les Réunionnais pour un peuple de soumis, alors qu'en réalité, on aime la paix comme tout le monde, comme tout peuple, mais voilà, quand il faut résister, quand il faut lutter face à l'oppression, nous sommes présents. Il faut le dire, tout comme les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, personne n'aime l'oppression, personne n'aime avoir des chaînes aux pieds. C'est normal à un moment de dire stop. Et donc d'honorer. Oui. Alors, est-ce que vous avez des événements, rapidement s'il vous plaît, est-ce que vous avez des événements ou un lieu que vous allez faire prochainement pour présenter vos ouvrages, que les gens peuvent découvrir? Alors, oui, il y en a beaucoup. Je suis surtout dans les écoles. Parce que cette histoire du marronnage peut aider les enfants d'aujourd'hui, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur faciès. Pourquoi? Parce que je leur dis toujours, quand vous aviez des marrons de 3 ans, des marrons de 12 ans, de 15 ans, qui prônaient
leurs responsabilités pour pouvoir sauver leur vie et des hommes qui portaient leur maman sur leur dos, hein, qui avaient suivi des sévices et qui prenaient leurs responsabilités. Donc, on peut prendre ses responsabilités, on peut s'inspirer de la vie de ces gens-là pour prendre ses responsabilités par rapport à un examen, par exemple. Vous voyez, j'en vois souvent qui me disent, monsieur, le brevet, c'est dur, le bac, c'est dur. Oui, mais c'est encore plus dur d'être sur une plantation. Oui. Effectivement. Bon ben merci beaucoup pour cette présentation et pour vos ouvrages. On espère peut-être aussi vous recevoir prochainement, pourquoi pas. Mais pas de souci. Et il y a un dernier intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez... Allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, je suis Alain Kenfak, donc président de l'association Valeurs d'Afrique. Et je suis aussi éditeur d'un magazine qui s'appelle Village d'Afrique avec cette association, donc directeur de publication. Et je suis aujourd'hui là parce que l'histoire m'a rattrapé. Je suis pas un historien, j'étais pas très bon élève en histoire non plus, mais en 2015, je suis tombé sur un site qu'on appelle Bimbia. Bimbia, vous savez peut-être pas ce que c'est Bimbia, mais Bimbia, c'est un site qui se trouve au sud-ouest du Cameroun, et qui aujourd'hui semble être ou avoir été une des plateformes tournantes de la traite négrière. Et c'est un site, parce qu'il n'est pas connu, tout le monde connaît Gorée, mais très peu connaissent Bimbia. Et donc nous sommes rendus compte qu'il était bon de faire connaître ce site-là. Et depuis 5 ans, 6 ans déjà, avec le docteur Lisa Aubrey, professeur à l'Université d'État de l'Arizona, nous travaillons à la promotion de ce site. Pourquoi? Tout simplement parce que il s'agit de faire comprendre aux peuples qui ont été traumatisés et divisés par la traite négrière que tout n'est pas encore dit sur cette triste histoire, qu'il y a encore des choses à découvrir, qu'il y a des corrections à faire, et qu'il est important donc de faire savoir cette vérité et de retravailler là-dessus. Et donc, nous avons monté des outils pour faire ce travail, une exposition qui tourne depuis 3 ans déjà aux États-Unis, en France, qui a eu le label de l'UNESCO pour le programme de la route de l'esclave. Et là, actuellement, nous préparons le Bimbia Tour de France, qui bientôt nous conduira en Guadeloupe, où nous avons déjà quelques antennes et les dates ont été un peu bousculées, mais ça se met en place tout doucement. Et donc, notre objectif, notre message, c'est que Bimbia doit être un outil pour la réconciliation des peuples avec leur histoire, pour ceux qui n'ont pas senti cette histoire de l'esclave ou qui l'ont ignorée peut-être quelque part, mais aussi des peuples qui sont divisés, parce que cette histoire est une histoire qui divise. Et donc, pour combalter les brèches et rapprocher les peuples, nous travaillons pour que Bimbia soit donc un chemin de la réconciliation à travers ce Bimbia Tour de France, donc, qui est une exposition itinérante et des animations qui vont à la rencontre des populations pour leur parler donc, de ce site et de leur raconter de ce qui s'est passé là-dessus. Très court, Bimbia, c'est quoi? Vous allez me demander certainement. C'est donc des vestiges importants qu'on peut retrouver, qui datent de peut-être un peu plus de 200 ans, 400 ans, on n'en sait rien. Il y a encore des travaux à faire pour en dire un peu plus, pour en savoir un peu plus. Bon, ben, en tout cas, merci à vous aussi pour le travail que vous faites. Madame Massango, est-ce que vous êtes encore là? Oui, tout à fait, je suis là. Alors, franchement, merci. Oui, allez-y. Oui, je veux tout simplement conclure parce que je sais que vous nous avez accordé énormément de temps pour compléter ce qui a été dit. Donc moi, j'ai ramené un peu de documentation, comme ça aide aussi les visuels. Donc, vous m'enverrez le visuel, on le publiera la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Voilà, Valeurs d'Afrique Bimbia, c'est ça. Avec à l'intérieur, vous allez découvrir le site historique. Donc c'est vraiment de ça dont il est question. Et le Bimbia Tour, on vous le recommande. Alain Kenfak vous l'a pas dit, mais normalement, il est en Guadeloupe dans 2 semaines. Ah, donc, si vous avez envie de le voir, vous lui donnerez mon contact et il passera, on pourra en parler. En plus, on sera toujours dans le mois de mai. Donc, ce sera avec plaisir. Voilà. Félicitations pour ce que vous faites.
Pareil, vous m'enverrez tout ça en PDF et je pourrai les mettre à l'antenne la semaine prochaine. D'accord? Merci infiniment. En tout cas, je vous remercie à tous. Bon courage parce que je sais que cette semaine est encore chargée pour vous. Vous avez encore, comme vous le dites, c'est jusqu'au 13, c'est ça? C'est jusqu'à quand? 12. Jusqu'au 12. Donc, bon courage pour les jours qui vous restent et félicitations à tous pour votre travail. Merci. Merci encore de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez entendu? Je dois rentrer en contact avec certains auteurs. Vous allez rentrer en contact avec certains auteurs. Bon, très bien, on va commencer les échanges, on va faire les contacts et c'est vrai, comme ça vous pourrez proposer leurs ouvrages sur votre plateforme. Alors, il y en a que je me suis dit, peut-être j'y ai pensé aussi. Donc, nous avons envoyé quelques photos, on va faire défiler à l'écran les livres que vous traitez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a La pensée blanche de Lilian Thuram. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce livre, puisque justement, quelles sont les conséquences aujourd'hui de toute cette histoire? Alors, La pensée blanche de Lilian Thuram, donc c'est le principe de l'essai. C'est vraiment une réflexion qu'il porte sur la société et la façon dont nous évoluons dans cette société. Et c'est vrai qu'il a vraiment la volonté, en tout cas, au-delà de l'aspect. Donc, effectivement, il y a eu l'esclavage et tous les dégâts que ça a causé. Comment aujourd'hui déconstruire nos représentations pour en construire de nouvelles? Mais pour ça, effectivement, il est nécessaire de rappeler ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour pouvoir non pas passer à autre chose, parce qu'on a tendance à vouloir nous dire que nous sommes dans une certaine victimisation. Oui, quand c'est pour nous, il faut toujours passer à autre chose. Et toujours passer à autre chose. Il y a toutes sortes de sketchs qui parlent de la préhistoire ou de la petite histoire de France qui passent à la télé tous les jours. Exact, tout à fait. Et donc là, on est vraiment en tout cas, il a vraiment la volonté avec La pensée blanche de nous accompagner dans une réflexion sur nous-mêmes, sur notre façon de voir les choses, et en tout cas en faisant attention à un prisme qu'on nous aurait mis devant les yeux, en fait. Et alors, j'invite tout un chacun à pouvoir le lire. Il n'y a pas que La pensée blanche, il y a également Mathieu Gama avec Le jour où les Antilles feront peuple, qui également fait état donc de ce qui s'est passé, de notre histoire, et qui interroge nos comportements à travers ce regard, à travers cette histoire, et qui nous invite, pareil, et c'est le principe de l'essai, à nous questionner et à voir comment on sort de ce prisme, comment on arrive à avancer avec ce fardeau, parce que c'en est un, et afin donc d'avoir une société qui nous ressemblerait beaucoup plus, et avec moins de disparités et de petites guéguerres. C'est-à-dire que, comme le disait le Réunionnais, c'est juste une question de bateau. Oui. Mais sinon, nous avons tous pris la même route. Donc j'ai dit le Réunionnais, mais je me rappelle Monsieur Joron, Monsieur Joron, je préfère. Donc, son livre m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Oui. Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, ces essais, en tout cas, de Mathieu Gama et de Lilian Thuram, c'est une vraie réflexion sur notre histoire. Et ça invite réellement, et j'invite tout un chacun à pouvoir le lire. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en audio. C'est pour que chacun puisse se l'approprier, parce que parfois l'imprimé n'est pas une lecture facile. Et c'est vrai qu'avec la lecture audio, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en pense. Et on n'est pas du tout dans une polémique, comme ça a pu être décrié par rapport au titre. Je crois qu'en fait, ce qu'il appelle la pensée blanche, c'est la pensée humaine. Et c'est la pensée de tous, et c'est de faire attention justement à ces fameux prismes qui dateraient donc de cette période de l'esclavage, pour pouvoir justement être vigilant sur ce qu'on veut véhiculer, comment on va le véhiculer et comment on va grandir avec. Donc c'est vraiment ça. Alors justement, là, je vais vous poser une question, parce que vous êtes aussi psychologue dans l'éducation nationale pour les enfants, donc une question sur la psychologie. Comment ça se fait que dans notre société, les gens n'arrivent pas à comprendre quelque chose de tout simple, qui est que nous vivons aujourd'hui les conséquences de choses qui ont été la cause il y a plusieurs années, et que ce sont des choses qui ont été transmises de génération en génération. C'est-à-dire qu'on sort de l'esclavage, il y a eu l'après-abolition,
donc soi-disant après abolition, on sait qu'il y a eu des travaux forcés, des choses comme ça, et que nos parents ont des enfants qui, eux, ont vécu dans un système qui était quand même un système où il y avait beaucoup de répression, et ainsi de suite, au fur et à mesure que les siècles et que les années sont passées. Il n'y a pas longtemps, on parlait encore de mai 67. Donc ce sont à chaque fois des choses qui continuent de se faire. Comment est-ce que la société n'arrive pas à comprendre ça ? Parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a occulté cette partie de l'histoire au niveau des enfants. C'est-à-dire que ça n'était même pas au programme scolaire. Aujourd'hui, effectivement, on a un véritable programme scolaire où on peut en parler, on peut échanger avec les enfants. Mais c'est récent. C'est-à-dire que ce devoir de mémoire qu'on connaît tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça date pas de plus de 20 ans, plus de 30 ans. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que des auteurs s'y sont plongés, comme Dany Bebel-Gissler et Monsieur Kefkan, c'est ça ? Oui. En parlait justement avec La route de l'esclave. Dany Bebel-Gissler a été à l'initiative donc de ce travail en sortant 2 livrets à l'attention des enfants, et elle-même le disait, il faut atteindre les enfants avant tout. Et c'est très récent, ce travail au niveau des enfants sur l'histoire. Donc forcément, aujourd'hui, nous avons souvent ce discours, ah oui, mais on nous en parle trop, parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait en parler, vous êtes victime, vous êtes victime, vous êtes victime, oui, on est dans la victimisation. Donc au bout d'un moment, on arrête d'en parler parce que on a presque le mauvais rôle. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on sent bien que les choses sont en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'avec les recherches qui sont faites et puis le devoir de vérité qui est mené donc par les différents auteurs, les différents chercheurs, aujourd'hui, on se rend bien compte que on est réellement sur quelque chose, une tendance inverse, où il est important qu'on ait conscience de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. On ne peut pas l'occulter, même si ce n'est qu'une période, parce que j'aime aussi à dire qu'avant d'être esclaves, nous sommes des descendants de grandes civilisations d'Afrique, et ça, on ne doit pas l'oublier. Mais il y a cette période qui vient troubler notre développement, notre histoire, notre développement même, puisque c'est encore une fois, c'est une atteinte psychologique et physique, donc qui vient troubler notre histoire. Et il faut se reconstruire parce que finalement, on apprend de nouvelles choses et on en apprend, comme le disait la collègue martiniquaise, puisqu'elle a parlé de Belay. Madame Imanié, Daniela Daniel. Voilà, tout à fait, qui disait que bon, voilà, c'est tous les jours on apprend. Et c'est cet apprentissage-là, en tout cas, qui nous permettra d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. En tout cas, accepter de l'entendre que ça a un impact sur ce qu'on est aujourd'hui. En réalité, c'est ce qui a fait la discrimination qu'il y a dans notre société, on ne va pas se mentir. Mais oui, tout à fait. S'il y avait moins de discrimination, vous pensez que la société, ça serait différent ? Peut-être que les gens n'auraient pas autant revendiqué ou pas ? Bon, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. L'homme est né pour revendiquer. Mais non, mais c'est vrai que mais ce sont des restes, en fait, les relents racistes qui existent dans la société. Mais bien sûr. Les restes de cette époque. Et même cette notion de, quand on parle de l'autre et quand on parle d'étranger, est une notion très difficile, en tout cas pour nous et pour Une Voix, une Histoire à entendre, puisque finalement, un étranger, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Mm-hmm. Et jusqu'à nouvel ordre, nous sommes tous humains, nous sommes tous des hommes et des femmes. Et je crois qu'on se ressemble tous. On a le même ADN et il n'y a qu'au niveau des gènes qui ça change et il n'y a que 10 gènes de différents entre les humains. Donc voilà. Tout à fait. Et avec Une Voix, une Histoire, c'est vraiment la volonté de mettre en voix ces écrits parce qu'ils sont parfois difficiles d'accès lorsque ce n'est pas son domaine de prédilection, et la mise en voie de ce type d'essai. Et c'est pour ça que nous avons également signé avec une grande maison d'édition, qui est la maison d'édition L'Harmattan, qui propose plus de 1300 références de notre littérature caribéenne, mais essentiellement des essais de nos auteurs. Nous avons signé avec eux il n'y a pas très longtemps pour justement rendre accessible à tous cette partie de notre histoire, pour qu'on puisse se dire enfin ça y est, je la connais, je la comprends, je sais pourquoi j'agis comme ça. Maintenant, comment j'inverse la tendance ? Comment je fais en sorte d'avancer pas en oubliant, mais justement en ayant conscience de ce qui s'est passé.
Alors, dans vos livres, on va en voir défiler. Vous avez aussi, tout à l'heure, vous parliez des enfants. Vous avez aussi commencé, enfin, vous travaillez aussi avec des livres pour enfants. Tout à fait. Nous avons été contactés très récemment par Serge Restog, qui est martiniquais, un créoliste qui a fait un grand travail au niveau de la littérature créole en Martinique, qui nous a proposé des ouvrages, effectivement, qui abordent la période de l'esclavage aux enfants. Sur le livre de Dany Bebel-Gisler, sur les 2 livres de Dany Bebel-Gisler, donc nous avons également créé ce qu'on appelle des ouvrages, des guides pédagogiques pour les enseignants, qui seront testés à la rentrée 2021, puisqu'avant de pouvoir le proposer au grand nombre, nous avons des classes qui se prêtent au jeu pour pouvoir tester ces guides pédagogiques, afin que les enfants, et c'est vraiment dans la transmission de ce que Dany Bebel-Gisler nous a laissé. D'abord, on travaille avec les enfants pour pouvoir atteindre les adultes, parce que c'est souvent ça, c'est l'enfant qui dira aux parents « Ah, mais tu sais, à l'école, on a vu, il fallait pas jeter les sachets dans la rue, etc. » C'est pareil pour cette période-là. C'est au niveau des enfants, et comme on le disait tout à l'heure, au-delà de la couleur, on est sur un territoire, et tout un chacun se doit de connaître cette histoire. Savoir, c'est pouvoir. C'est très important, savoir ses pouvoirs. Alors, ça s'appelle Une voix, une histoire. Vous nous avez emmené, on va voir tout à l'heure, ça va défiler quelques ouvrages. En ce moment, puisque vous parlez beaucoup du mois de mai, c'est le mois des mémoires, sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous traitez comme sujet ? Alors sur les réseaux sociaux, donc nous parlons d'auteurs qui ont abordé, en tout cas dans la littérature, cette partie de l'histoire, notamment Christiane Taubira, puisqu'on est sur le 20e anniversaire de la loi Taubira. Nous avons également un ouvrage, alors nous sommes également sur le roman et pas uniquement sur l'essai, avec Colorette de Pierre Sainte-Luce, donc qui est l'histoire, voilà, il passe tout de suite là. On le voit pas bien, c'est mieux devant, je pense. Allez-y. C'est Elsa, c'est l'Elsa de 1865 et l'Elsa de 1985, donc c'est romancé, mais c'est vraiment une histoire qui débute pendant l'esclavage. Et ensuite, on rencontre l'Elsa de 1985 qui est en lien avec cette arrière-grand-mère et qui lui parle. Oui, tout à fait. Donc c'est une histoire vraie ou c'est de la fiction ? Non, c'est romancé, mais n'empêche, lorsqu'on est plongé dedans, en tout cas cette partie de 1865, ça permet de découvrir mais complètement. Des choses. C'est-à-dire qu'on est dans le champ de coton, on est dans le café, on est dans comment les femmes pouvaient enfanter, enfin à l'époque, à toute cette époque. Donc l'ouvrage de Pierre Sainte-Luce est vraiment alors presque documenté, je dirais, pour pouvoir donner vraiment cette impression d'être dedans alors qu'on est dans un roman. Mais oui, et ça permet à tout un chacun, si on n'est pas véritablement dans l'essai ou dans le conte pour les enfants, de pouvoir rentrer aussi dans cette période-là d'une toute autre façon. Donc une voix, une histoire aussi, c'est vraiment la possibilité de piocher dans ce qui nous parle le plus, pour pouvoir un petit peu connaître son histoire. Là, vous m'avez dit que vous avez signé avec une grande maison d'édition. Quels sont les livres que vous allez choisir en priorité ? Il y en a tellement en plus. Il y en a tellement. Alors, en priorité, n'empêche, beaucoup. Nous avons. Alors, ça a été à la demande d'une auditrice, d'une de nos lectrices, qui voulait l'estime de soi des Noirs de Madame Troublot. Et c'est vrai que c'est un des livres que nous avons hâte de mettre en voie. Et puisque la sortie est récente, puisqu'elle en faisait la promotion il n'y a pas très longtemps. Et quelques surprises parce que nous n'avions pas encore d'ouvrage de la Guyane. Et avec l'Harmattan, effectivement, nous allons nous diriger vers la Guyane. Et il était important que nous ayons des auteurs de la Guyane également pour qu'ils puissent être représentatifs sur cette plateforme. D'accord. Bon, merci en tout cas d'être venu ce soir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être, en ce moment, c'est le Covid, donc on n'a pas d'événement. Mais est-ce que vous avez des choses de prévues ? Alors, nous avons... je dois rencontrer d'autres maisons d'édition. C'est en cours. C'est-à-dire que nous avons la volonté, en tout cas, avec un des auteurs qui nous accompagne, de mettre en place un salon du livre. Ah, bien. D'accord, un salon du livre intergénérationnel. Mais je ne vais pas trop en dire. Très bien. Mais ça arrive, c'est-à-dire que nous y travaillons. Nous travaillons également avec l'ARS
en tout cas pour le bien-être des enfants. Donc là aussi, nous souhaitons mettre à disposition des casques pour les enfants dans les hôpitaux, avant et après anesthésie, pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'écouter une histoire. Tout à fait. C'est génial, ça. Oui, on innove. C'est-à-dire que, encore une fois, nous avons les idées. Nous avons des personnes qui peuvent nous accompagner dans la réalisation. Alors on ose. Ah mais il faut, mais en tout cas c'est un très joli projet. Donc on vous suivra dès que vous êtes prêts, vous nous appelez, vous nous dites ce que vous allez mettre en place et nous on vient tout de suite et on suivra Madame Sia Tsiteka. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Bon, ça a été un petit peu long, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Très intéressant. Voilà, très intéressant. Donc on essaiera de les faire peut-être revenir plus régulièrement en plus dans le mois pour voir un petit peu ce qui va être mis en place. Merci de nous avoir suivis. Bon courage et bien évidemment, comme à l'époque on disait sortez couverts, sortez avec votre masque quand vous rentrez dans les magasins ou pas à l'extérieur, on ne sait plus trop, parce que ça change régulièrement. Mais en tout cas, prenez soin de vous et faites attention parce que le Covid traîne quand même un petit peu encore. De toutes les façons, s'il n'y a pas le Covid, il y a l'ISAB, donc il y a toujours quelque chose. Bonne semaine à tous, bon courage, à la semaine prochaine, au revoir. Merci.